Monsieur le Président, notre ami de toujours, avec lequel nous avons travaillé depuis Tunis, Madame, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole dans cette session de clôture en présence des honorables ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue 5+5, auquel j'ai assisté depuis les années de sa naissance à Rome, donc beaucoup d'années, beaucoup de rencontres, et si j'ai à tirer les conclusions de l'évolution de ce dialogue, c'est qu'il nous a beaucoup aidés à consolider nos relations avec nos voisins du nord du bassin occidental de la Méditerranée. Et je mesure l'importance de cette évolution en assistant à ce forum économique du dialogue 5+5 à Barcelone. Donc c'est une autre occasion de rencontrer les éminents participants à ce dialogue et il m'est agréable d'exprimer mes vifs sincères remerciements pour l'invitation lancée à l'Union du Maghreb arabe pour participer à ce forum et dont la tenue à Barcelone est hautement importante et ouvre des perspectives d'avenir. Le thème de cette rencontre, concentré sur le rôle de la Méditerranée occidentale dans le renforcement du dialogue économique 5+5, est particulièrement opportun pour une mobilisation d'ensemble pour faire face maintenant aux effets profonds des défis qu'affronte actuellement le monde et particulièrement notre zone sur les plans économique et social. Il y a eu plusieurs initiatives dans le cadre du dialogue 5+5 pour promouvoir et dessiner les voies d'une intégration économique maghrébine plus approfondie, développée ces derniers temps de la part par les institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI, avec lequel nous avons tenu 5 rencontres importantes, dont la dernière était à Nouakchott. Des groupes de réflexion et d'autres rencontres qui nous montrent qu'il y a aujourd'hui une convergence d'intérêts pour développer les projets fédérateurs de mise en œuvre des objectifs fondamentaux de ce dialogue 5+5 et aussi il y a les 5 maghrébins qui font partie de ce dialogue et qui ont défini le statut de cette institution. Certes, le Maghreb est une réalité géopolitique et une grande ambition économique qui est devenue, avec le temps, une nécessité incontournable et irrévocable pour les opérateurs économiques qui sont présents avec nous. Une ambition que les défis de la mondialisation, c'est un mot très important par les temps qui courent, car la crise de 1929 est bien passée avec des interventions de différents pays qui ont su réduire les effets, mais notre crise à nous, en l'an 2000, depuis 2011, 2012, 2013, cette crise continue. Elle a touché
les grandes puissances, et elle a touché aussi. Et elle a doublé les effets de cette crise. Donc, elle démontre aussi la nécessité de travailler la main dans la main, d'abord entre les 5 Maghrébins, mais aussi avec nos 5 partenaires du bassin occidental de la Méditerranée. C'est pour cela que j'accorde beaucoup d'importance à notre rencontre, cette fois-ci à Barcelone, et je suis heureux que ça se passe à Barcelone, une ville qui a beaucoup d'histoire, et d'histoire avec le bassin occidental de la Méditerranée et surtout la face sud de la Méditerranée depuis la famille de Hannibal. C'est la famille Barca qui est venue se préparer ses éléphants pour faire la voie jusqu'à Rome à partir de Barcelone. Et on ne vient pas maintenant à Barcelone pour préparer les tanks ou les fusils, on vient pour préparer la paix et le développement des 10 pays du bassin occidental de la Méditerranée qui ont une histoire commune. Il y a eu des hauts et des bas, une histoire pleine d'effets importants sur l'humanité entière et sur le devenir de l'Europe, du Maghreb et de l'Afrique. C'est aussi pour moi une occasion que je saisis pour vous exprimer, quoique brièvement, l'état d'avancement du projet de constitution de l'UMA. L'espace Union du Maghreb arabe couvre une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés, partagée entre le bassin méditerranéen et les régions sahariennes, et dispose d'importantes ressources naturelles, minières, phosphates, fer, bien sûr, et des produits énergétiques, gaz naturel et pétrole. En matière d'intégration, le traité constituant l'UMA, depuis 1989, à Marrakech, stipule la mise en œuvre d'une politique commune ayant pour objectif, sur le plan économique, la réalisation du développement commun, industriel, agricole, commercial, social des États membres et la réunion des moyens nécessaires à cet effet, notamment en mettant sur pied des projets communs et en élaborant des programmes globaux et sectoriels. C'est ainsi que 37 conventions et accords ont été conclus, signés. La plupart ont été aussi, sans passer devant les parlements pour ratification, définissant les champs d'action de l'intégration maghrébine et une stratégie maghrébine pour le développement commun en 4 étapes. Libre-échange maghrébine, c'est la zone de libre-échange maghrébine sur laquelle nous travaillons, institution d'une union douanière, marché commun, adoption d'une union économique. Tout ça a été, bien sûr, préparé depuis 1991 du siècle dernier à Ras Lanouf, en Libye, Monsieur le ministre. Et je pense que j'ai voulu rappeler ce passé parce qu'il y a un travail qui a été fait. Nous allons fêter en février prochain 25 ans d'existence de l'Union du Maghreb arabe. 25 ans devant les 60 années de l'Union européenne, c'est peu. Mais je dois rappeler que le processus d'intégration maghrébine revient à la décision prise en avril 1958 du siècle dernier à Tanger, où il y a eu une réflexion pour d'abord aider l'Algérie à recouvrir son indépendance et à lancer l'idée
d'une union maghrébine qui va travailler pour l'intégration économique surtout entre les 5 pays maghrébins, après avoir travaillé ensemble la main dans la main pour se libérer de l'époque coloniale. Sur le plan commercial, par exemple, un projet d'accord de libre-échange a été paraphé par les ministres du Commerce des 5 pays maghrébins en 2010 à Tripoli. 2 protocoles ont été paraphés sur le règlement des différends commerciaux et la mise en valeur du système douanier commun. Un 3e protocole sur les règles d'origine est en cours de préparation et j'espère que les discussions vont aboutir avant la fin de cette année. Les experts maghrébins poursuivent leurs travaux pour l'harmonisation des réglementations commerciales, douanières et industrielles. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu dans quelle étape nous sommes. Et je crois qu'en concentrant notre attention sur le secteur économique et commercial, parce que le commerce intra-maghrébin est le plus bas de toutes les organisations régionales dans le monde. Nous sommes à moins de 3% de commerce entre les Maghrébins. Et nous sommes penchés sur cette je ne dirais pas quelque chose de faux, mais un processus assez lent qui a, après 25 ans d'histoire, se limiter à moins de 3% de commerce entre les Maghrébins. C'est une anomalie. Et je pense qu'avec l'accord de libre-échange paraphé par les ministres du Commerce, ils vont se revoir avant la fin de cette année. Avec les 3 protocoles additionnels, nous allons bientôt passer à l'application de la zone de libre-échange maghrébine qui va donner un coup de fouet au commerce entre les pays maghrébins. La participation du secteur privé. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui représentent les secteurs privés des 5 pays maghrébins et nos amis européens du Nord. Aux efforts d'intégration maghrébine bénéficient d'une attention particulière, notamment par la création de l'Union des employeurs. Cette Union des employeurs a été créée il y a quelques années, 4 ou 5 ans, et ils ont tenu la première réunion à Alger, la deuxième réunion à Tunis. On a programmé une réunion en Libye, mais après, avec j'ai de choses, on a opté pour le Maroc. Ça va se passer en février 2014, avec la participation de plus de 1400 hommes d'affaires maghrébins. La CGM à Casablanca, c'est le patronat marocain qui prépare avec nous l'organisation de cette conférence à Marrakech, et j'espère que vous serez, beaucoup d'entre vous, présents à cette manifestation qui est importante pour le devenir du Maghreb. Donc la participation du secteur privé aux efforts d'intégration maghrébine bénéficie d'une attention particulière, notamment par la création de l'Union des employeurs maghrébins en septembre 2006, regroupant les centrales patronales des 5 pays de la région. Et la tenue 2 réunions respectivement à Alger et à Tunis. Sa 3e réunion est prévue à Marrakech, au Maroc, en février 2014. L'Union maghrébine des agriculteurs aussi a vu le jour. Son siège est à Tunis. Elle a vu le jour en juillet 2007. Elle regroupe les organisations agricoles des pays de l'Union du Maghreb et dont le siège est à Tunis, comme je l'ai dit.
Des consultations sont en cours entre les chambres de commerce des 5 pays maghrébins en vue de la constitution prochaine d'une union maghrébine des chambres de commerce aussi, pour mieux aider les organisations maghrébines patronales à donner un coup de fouet aux échanges entre les pays maghrébins. Ces initiatives inscrivent le secteur privé comme partie prenante pleine et entière du processus d'intégration maghrébine. Avant, c'était une décision politique. Maintenant, la concentration de notre attention sur les intérêts économiques et commerciaux, sur la coopération entre les 5 pays, ça va donner un coup de fouet au processus d'intégration maghrébine. Sur le plan financier, il faut signaler la signature d'une convention maghrébine de non-double imposition qui date de 1993 et qui va être amendée pour l'actualiser. La création d'une banque maghrébine de commerce extérieur et d'investissement dont le siège sera à Tunis. Elle est prévue son institution avant la fin de 2013. Et l'adoption du projet de la création d'un conseil maghrébin de la douane pour la commission maghrébine de l'économie et des finances à Tunis. Ça s'est passé en juillet 2013. Dans le domaine de l'infrastructure, les efforts se concentrent notamment sur l'harmonisation des réglementations dans le domaine de l'habitat, des politiques de gestion de l'eau, comme vient de le voir, le lire dans l'initiative algéro-espagnole. Le problème de l'eau est fondamental pour les 5 pays maghrébins qui sont le premier grand défi auquel font face les 5 pays maghrébins, c'est la désertification. La désertification couvre, il y a une dizaine d'années, 82% des terres maghrébines. On est passé récemment, grâce aux vues prises par la FAO à Rome, à 90% des terres maghrébines. Donc, c'est notre premier défi. Et nous avons un programme de lutte contre la désertification adopté depuis 1999, du siècle dernier, et ce programme est suivi soigneusement par les 5 pays en projets spécifiques pour faire face au défi de la désertification. En matière de sécurité alimentaire, la conjoncture internationale ne fait que souligner davantage que ce volet est sans doute un facteur essentiel au succès de toute intégration régionale. Ainsi, les actions sont concentrées sur la mise en œuvre du programme maghrébin pour la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification, comme je viens de dire, pour les années 2010-2020. Et nous avons un programme avec la FAO, avec le mécanisme mondial qui nous aide à ce sujet. Et la mise en place d'un cadre stratégique maghrébin de sécurité alimentaire pour l'an 2030. S'agissant du domaine des ressources humaines, la priorité est accordée actuellement au rôle des jeunes. Et c'est le problème de l'heure. Nos jeunes, ayant suivi des cours et sortant de l'université, ils ont la tête pleine, mais ils mettent le pied en dehors de l'université et se trouvent devant le grand problème du chômage. Et avec la Banque mondiale, nous avons fait une étude. Le chômage pour les 5 pays maghrébins représente 28% de notre population qui est en chômage. Et c'est là un grand problème auquel nous faisons face. Une étude sur les jeunes maghrébins a été faite depuis 2 ans. On l'a rendue publique sur le site de l'UMA. Contient des propositions concrètes pour essayer de trouver des solutions en ce qui concerne
le problème de l'emploi des jeunes. Et nous organisons avant la fin de cette année une grande rencontre à Rabat sur les microcrédits, parce que les jeunes sortent et certains d'entre eux ont des petits projets en tête et cherchent des financements. Donc, cette utilisation de financement de banques, de financement, d'ailleurs la Banque islamique nous accorde un crédit important, je crois que c'est un don même, qui va nous permettre de créer un observatoire de microcrédit au Maghreb pour harmoniser les programmes entre tous les pays maghrébins et encourager l'emploi de jeunes qui sortent de l'université avec des idées de petits projets pour leur financer leurs projets. Et enfin, ce que nous devons faire avec les hommes d'affaires, certains sont ici, ils ont vécu avec nous ce que nous avons fait dans le cadre des rencontres tenues à Rabat, à Casablanca et puis à Marrakech, où a eu lieu la naissance de l'Union maghrébine des employeurs, hommes et femmes. D'ailleurs, nous avons tenu, vous vous rappelez, madame, nous avons tenu une grande réunion des femmes d'affaires. Et ça a été une grande réunion et nous avons remarqué une forte présence de la femme mauritanienne. Monsieur le ministre n'est pas là, mais j'ai tenu à le rappeler parce que ces femmes ont une emprise très remarquée sur l'économie mauritanienne. J'ai tenu à rappeler un petit peu cet historique, non pas pour vous dire que tout va mieux dans le meilleur du monde, mais pour vous dire que dans le cadre de notre dialogue du 5+5 et dans le cadre de notre dialogue avec l'Union européenne, qui a été ouvert en novembre 1991 à Bruxelles. Nous avons signé un projet d'accord avec Bruxelles à l'époque. Le 16 novembre 1991, ce n'est pas Malherbe 20, mais Lockerbie 20. Et Lockerbie a bloqué, monsieur le ministre libyen s'en rappelle, ça a bloqué notre dialogue avec l'Europe pendant presque plus de 15 ans. Ce n'est qu'à Lisbonne que nous avons repris ce dialogue 15 ans après pour le reconstituer, 11 priorités de la part des Européens et 9 priorités de la part des Maghrébins. Nous avons 20 priorités qui concernent un petit peu des secteurs clés pour les Européens et des secteurs clés pour les Maghrébins. Nous sommes en train de voir chaque année 3 priorités sur lesquelles nous engageons des discussions avec soit à Bruxelles, soit à Rabat, au siège de l'Union maghrébine. Et nous avançons lentement mais sûrement dans ce dialogue avec l'Union européenne. Les Américains ont eu vent de la renaissance de ce dialogue, ont proposé par Rice, qui était secrétaire d'État à l'époque, sous le président Bush, l'ouverture d'un dialogue entre l'Amérique et le Maghreb. Ce dialogue a commencé à l'initiative des Américains. Il continue un peu plus lentement maintenant, avec tous les problèmes que connaît l'Amérique, mais aussi c'est un dialogue important. Et nous avons des demandes d'ouverture de dialogue avec d'autres pays. Ce n'est pas pour vanter qui que ce soit, mais pour vous dire que le Maghreb compte dans notre zone et dans le monde. Et nous espérons qu'on peut améliorer. Il y a des problèmes, nous sommes des êtres humains, et j'espère que grâce à cet intérêt croissant des puissances amies, que ce soit en Europe ou en Amérique,
ou même en Asie, avec le Japon principalement et la Chine, nous pouvons mieux structurer notre aventure pour que le Maghreb devienne une réalité qui va produire un bienfait pour tous les Maghrébins et une stabilité à un moment où les défis transfrontaliers, surtout le défi sécuritaire, est un problème majeur pour nous tous et sur lequel s'est penché le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Cette année aussi, les ministres de l'Intérieur se sont vus. Une commission d'experts des ministères de l'Intérieur travaille cette semaine à Rabat. Nous espérons que, en prenant en ligne de compte nos défis communs, en trouvant des solutions, nous allons pouvoir dépasser ces problèmes nés avec la nouvelle crise qui est plus grave que celle de 29 du siècle dernier, mais c'est une crise qui nécessite un effort commun, constant, et surtout avec nos amis européens et aussi dans le cadre 5+5. Je vous remercie.